plus sur les croyances du peintre. La Vierge au rocher, 1483-1486. La Vierge au rocher, peinte par De Vinci, est antérieure à la Joconde. Il n'y a pas de rébus dans ce tableau, mais Léonard joue avec les mots et les symboles. Une fois le tableau bien ajusté sur la carte, voilà la solution. Le triangle au cercle de la carte géographique se trouve sur le rocher. Ici, un vaisseau sur la route de Lunéville, avec à son bord, des Eloa, la traduction de Dieu en hébreu. Sous la main, la ville de Saint-Nabor. Nabor est un soldat romain chrétien, martyrisé. C'est les Romains. L'extrémité du manteau se transforme en bec, pour le village de Fin-la-Grue. L'index de la main droite de la Vierge désigne le voile, ou l'aube de l'enfant. Cette eau que l'on ne distingue plus, mais que l'on voit dans la version anglaise. L'aube est associée avec le lieu, le point du jour. L'enfant a les mains jointes, sur la Madeleine. Un personnage noir, semble agenouillé, c'est le charbonnier. Gravure du travail des charbonniers, du XVIIe siècle. Les scènes, 1494 et 1498. Les scènes, de Léonard de Vinci, est une fresque de 4,60 mètres, sur 8,80 mètres, réalisée pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria, del Grassi à Milan. Le même principe a été appliqué sur cette fresque. Il n'y a pas de rébus, mais des jeux de mots avec les personnages. Regardons, de gauche à droite les détails. Sur le pilier, derrière la scène, un demi-cercle représente la lune. Sur la route de Lunéville. Les deux mains du personnage se trouvent sur le pont de pierre. Si on relie les mains, celles-ci forment un pont. On remarque que le couteau semble vouloir couper l'attribut du personnage. La main sur laquelle le personnage féminin semble se reposer, se trouve sur Olichamp. Elle a les mains croisées sur la croisette, et la tête près de la Madeleine. La main du personnage central semble ramasser les roches de la carte.
Sous le personnage central, on peut lire No, L, un autre personnage, avec l'index levé fait office de fontaine. Le personnage suivant semble voler, et il regarde vers le bas. Sous ce personnage lire, planois. Ici le disciple forme un creux avec ses mains, il semble avoir faim. C'est plein faim. Le lac des corbeaux, le personnage semble avoir l'allure d'un corbeau. On remarque l'os des oiseaux, à la base du cou. Le furcula, il est également appelé l'os du bonheur. Sandro Botticelli. La Primavera, 1477 à 1478. Il était une fois une chouette fille, du nom de Sabine. Sainte Sabine était, dit-on, une très jeune moniale du chapitre de Remiremont. En 917, les Hongrois, qui avaient passé les Vosges et ruiné plusieurs abbayes, se présentèrent aux portes de Remiremont. Dans la nuit du 19 au 20 août, les religieuses fuirent la ville et traversèrent la Moselle à gué, pour se cacher dans la forêt du Fossard. Les hordes barbares, un moment arrêtés, par une crue subite de la Moselle, parvinrent bientôt sur l'autre rive et se lancèrent à la poursuite des fuyards. Sabine, qui était jeune et fragile, s'égara dans la forêt. Morte de fatigue, de peur et de froid, elle se laissa tomber près d'une source et attendit la mort. C'est à cet endroit que les barbares la rejoignirent. Après lui avoir fait subir d'horribles tourments, un de ces Hongrois s'approcha d'elle et lui trancha la tête d'un coup d'épée. Le sang de la jeune fille vint alors troubler l'eau de la source. La légende veut que l'épée du meurtrier lui a été arrachée des mains, par une force mystérieuse et que le glaive, qui tomba dans le bassin, que formait naturellement quant au meurtrier, son corps fut découvert quelques jours plus tard, à moitié dévoré par les loups. À cette source, qui prit le nom de Sainte Sabine, se produisirent par la suite de nombreux miracles. En particulier de prédire aux jeunes filles le mariage, si une épingle jetée dans l'eau surnage. La jeune fille était sûre de se marier dans l'année. Intéressons-nous maintenant, au personnage à la droite de Sainte Sabine, c'est Flore. La déesse Flore, déesse d'origine Sabine des fleurs, des jardins et du printemps. Les jeux floraux, également appelés floralie, étaient des fêtes célébrées dans la Rome antique. Sur la tête de Flore, du côté droit, 4 œillets font office de roues, c'est un chariot pour transporter l'arche d'alliance. Les 2 arches sur le chariot symbolisent les 2 tables de la loi. Sculpture sur un pilier de la cathédrale de Chartres, représentant l'arche d'alliance sur un chariot. À gauche du personnage central, sur la tête de la première grâce, le diadème est composé de 3 perles, puis 14, et pour finir de 2 perles, ce qui donne 3,142 le nombre pi.
Sur le front de Flore, on remarque un lys, à l'envers. Ici, le lys à l'envers, S-I-L. Avec le lys, on entre dans le domaine de l'alchimie, très prisé au Moyen-Âge. Le S correspond à la planète Saturne, et au plomb. Le I, ou J, à la planète Jupiter, et à l'étain. Et enfin le L, correspond à la Lune et à l'argent. À droite, Zéphyr, est de la couleur de l'étain. À gauche, Mercure tient le caducée alchimique, sur la carte, c'est la route de Plombières. Enfin, l'argent se trouve sur Sainte-Sabine, et indique le trésor. Sabine se trouve au centre du Graal, comme sur le site. On aperçoit l'épingle qui descend, elle va déterminer si la jeune femme va se marier, et si Cupidon va lancer sa flèche. Ici un bec d'oiseau. Pour exprimer l'expression, se retrouver le bec dans l'eau, comme Sabine après son meurtre. Les trois grâces tournent, et Sabine choisit laquelle se mariera dans l'année. Elle tourne comme les moulins de papeterie.